la faiblesse des institutions. On entend ces manifestants dans la rue qui veulent la démission du président, mais pour le remplacer par qui, par quoi? Comme vous dites, finalement, on se dirige vers un no man's land. Ah là, Simon, on est rendu serait une des pires choses qui pourrait arriver dans ce pays. Justement, le gouvernement incompétent de Michel Martelly a modifié la Constitution. La décision d'augmenter le prix des carburants vient de l'exécutif, vient de la primature, ne vient pas de la présidence. Donc, on se retrouve là dans une situation, parce que justement on a fait de l'amateurisme, on se retrouve dans une situation que même dans cette incurie-là, la meilleure solution, c'est de garder le président actuel. On est dans un pays où il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet. Le gouvernement de Jovenel Moïse fait des promesses qu'il n'a pas les moyens de respecter. Il fait des promesses sur lesquelles il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de bilan, et on fait des promesses pour gagner du temps en créant de l'espoir et non pas de la richesse, des emplois, etc. Mais plusieurs voient aussi une mainmise de l'étranger, une sorte d'impérialisme avec cette décision du Fonds monétaire international. Est-ce que vous croyez que le FMI a aussi sa part de responsabilité dans cette crise-là? Mais je pense que quand on gère un pays, particulièrement un pays comme Haïti, un pays dans la Caraïbe, on connaît ces institutions-là, on connaît leur rôle. Le FMI a imposé le retrait des subventions sur l'essence. Mais il n'y avait pas que l'essence qui aurait pu être subventionnée. On aurait pu subventionner les coûts des aliments, on aurait pu subventionner les coûts du transport, on aurait pu subventionner autrement, mais si on n'a pas de vision, on ne peut pas penser des choses comme ça. Regardez, en Haïti actuellement, on dit que la diaspora transfère $1 milliard au pays. Mais on dépense 900 millions de dollars pour acheter des produits alimentaires, des denrées alimentaires de l'étranger. Donc imaginez que le milliard qui rentre en Haïti de la diaspora subit un effet boomerang et retourne dans l'économie du pays dont il vient. Donc tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé la question de l'autosuffisance alimentaire en Haïti, on sera loin d'un développement, et les gens qui prennent la rue aujourd'hui, ce sont des gens qui ne savent pas quoi donner à manger à leurs enfants demain matin. Tout à fait. Les problèmes, on le sait, malheureusement, ils sont complexes et nombreux. On va s'arrêter là-dessus. Au bout du fil, Frédéric Boiron, sociologue, auteur originaire d'Haïti. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Avec plaisir. Vous écoutez l'heure du monde sur ici Radio-Canada Première. Direction l'Europe maintenant. Justin Trudeau est arrivé il y a quelques heures à peine là-bas en Europe. Il va participer, je vous le rappelle, au sommet de l'OTAN mercredi et jeudi à Bruxelles. Sommet très attendu puisque ça va être sa première rencontre avec Donald Trump depuis le G7 de Charlevoix. Mais d'ici là, horaire occupé, Justin Trudeau va s'arrêter en Lettonie. Pourquoi? Il va annoncer la prolongation de la mission des forces canadiennes dans ce pays. On en parle avec Dorothée Giraud. Dorothée, il y a à peu près, c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier, il y a 450 soldats canadiens qui sont présents en Lettonie, tout près de la capitale, à Riga. Oui, le Canada dirige depuis un peu plus d'1 an une mission à laquelle participent les forces militaires de 7 autres pays. C'est un déploiement qui se fait dans le cadre de l'opération Réassurance de l'OTAN. C'est une opération pour renforcer la défense collective de l'OTAN et pour atténuer aussi les craintes des pays baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie, voisins de la Russie, qui, après l'annexion de la Crimée et le conflit en Ukraine, se sont sentis menacés par la Russie. Alors, j'ai parlé de cette mission avec le lieutenant-colonel Sean French, qui commande ce groupement tactique, responsable de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie. Mon mission, c'est de service différent. C'est nécessaire d'être prêt pour défendre la Lettonie. C'est pour prévenir des conflits et préserver la paix. Prévenir les conflits, dit votre invité, mais est-ce qu'il y a un signe réel de menace là-bas en Lettonie? Les pays baltes se sentent menacés depuis l'annexion de la Crimée et la question de l'ingérence politique russe aussi dans les affaires internes des pays baltes soulève des inquiétudes, mais quand on parle de confrontation militaire directe, ça c'est vraiment autre chose. Mais
mais j'ai quand même voulu savoir comment ça se passe concrètement sur le terrain en Lettonie. J'ai demandé au lieutenant-colonel French, commandant du 2e bataillon du régiment royal canadien, s'il y a justement certains signes de confrontation avec les Russes. Non, on ne voit pas des signes comme ça. On ne voit pas les forces russes sont dans leur territoire, puis nous sommes aidés. Tous les pays ont le droit de faire les exercices dans leur propre. Alors, la Russe fait les exercices dans leur pays. Et ici, nous enseignons avec nos alliés. Nous sommes ici dans le territoire lettonien pour assurer qu'il n'y a aucun problème. Mais de notre base à la frontière avec la Russie, c'est 200 km. C'est pas une armée sur un côté et l'autre armée sur l'autre côté. Je veux juste dire que nous sommes ici pour travailler avec les Lettons pour assurer qu'il n'y a aucun problème, mais c'est pas comme les forces sont positionnées sur les deux côtés de la frontière. Nous sommes ici pour assurer qu'il n'y a pas un mauvais calcul. Pas de mauvais calcul. Est-ce qu'il pourrait y avoir un mauvais calcul russe? S'il y en avait un, ça pourrait devenir dangereux, mais ça ne le deviendra probablement pas. Pourquoi? Bien, en raison de l'article 5 de la Charte de l'OTAN, qui stipule qu'une attaque armée contre un des membres de l'OTAN, c'est considéré comme une attaque dirigée contre l'ensemble des pays, contre tous les pays membres. En conséquence, si ça se produisait, chacun des pays assistera militairement la partie attaquée. La Lettonie, c'est tout petit, c'est même pas 2 millions d'habitants, pays sur la mer Baltique en face de la Suède. C'est quoi l'importance stratégique de la Lettonie? C'est un des 3 pays baltes, c'est un des pays qui partagent une frontière avec la Russie. C'est un des pays d'Europe de l'Est où l'OTAN a déployé des forces militaires. Yann Bro, chargé de cours en sciences politiques à l'UQAM, est allé une dizaine de fois en Lettonie. Il est co-directeur de l'Observatoire de l'Eurasie et il suit l'évolution des affaires étrangères dans cet ancien espace soviétique. Oui, bien sûr, la décision de renforcer la sécurité en Europe de l'Est, tout ça s'est inscrit dans le contexte de la dégradation rapide qui a fait suite à l'annexion de la Crimée en mars 2014. C'est au sommet de Newport en 2014 où on avait décidé d'accroître, de déplacer près de 25 000 soldats des forces de l'OTAN à la périphérie donc occidentale de la Russie. Donc c'était un geste du Canada envers les États-Unis. L'administration Obama qui avait à l'époque un peu forcé la main au Canada pour cet engagement-là, qui a certainement une valeur plus symbolique que dissuasive, puisqu'il s'agit de faire la démonstration que le Canada est solidaire de ses alliés au sein de l'Alliance. Mais comme il s'agit quand même de forces terrestres pas tellement nombreuses, il n'y a pas de quoi stratégiquement inquiéter les Russes, et ce n'est pas ça qui participe à la dégradation des relations entre le Canada et la Russie. On nous dit que c'est une mission de dissuasion. Mais du côté russe, est-ce que ça peut être vu comme une mission de provocation quand même? Comment c'est perçu en Russie? Ben, c'est très mal perçu. On déplore évidemment. On dit que c'est un peu le problème de l'OTAN de ne plus avoir de raison d'être depuis la chute de l'URSS et d'instrumentaliser l'épouvantail de la Russie pour justifier les engagements militaires et cette alliance-là, finalement. Les choses ont changé depuis l'élection de Donald Trump, qui a lui-même souligné l'obsolescence de cette organisation-là, qui à un certain moment a même mis en doute la volonté des alliés de se porter à la défense des États périphériques comme les pays baltes. Donc maintenant, dans le contexte de l'incertitude qui règne, c'est sûr que cette visite-là de Justin Trudeau vise à souligner la qualité de l'amitié qui existe entre le Canada et les Pays-Bas dans un contexte d'incertitude géopolitique qui malheureusement apparaît grandissant. Alors, Yann Bro fait état de l'amitié entre le Canada et la Lettonie. L'amitié, dans ce cas-ci, ce sont des liens économiques entre les deux pays via Bombardier, entre autres. Il y a 2 ans, Air Baltic, société aérienne de Riga, faisait savoir que sa flotte allait être constituée exclusivement d'avions Bombardier. Et les actions d'Air Baltic sont détenues à 99% par l'État letton. Bon, Lettonie, première étape de ce voyage pour Justin Trudeau, après-demain, Bruxelles et le sommet de l'OTAN de Rodi Giraud. Merci. Merci. Au revoir. L'impact des changements climatiques se fait sentir en Asie du Sud-Est. L'exemple du Cambodge. Les producteurs de riz ont
en subissent les conséquences. Je n'espère plus rien de la culture du riz. Avant, j'arrivais à faire pousser du riz, des haricots, du maïs sur cette terre. Mais de nos jours, si je n'utilise pas d'engrais ni de pesticides, je ne récolte rien et ça coûte trop cher. But on the nature of that future relationship, the two